pour des questions, des remarques. Bernard Feltz. Oui, merci. Oui, merci beaucoup pour cet exposé, tout à fait, et je souscris très largement. Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne un peu. Présenter le monde de la science comme un monde castrateur, où il n'y a pas d'imagination, là, quelque part, je trouve qu'on est au-delà de la caricature. Je sais que c'est habituel chez les philosophes. Mais moi qui connais bien le monde scientifique, c'est un monde de gens qui s'éclatent. Je pense que c'est qui s'éclate, entre guillemets. Hein. Je pense que la science est un des lieux, justement. Moi, je connais des gens qui choisissent d'être scientifiques parce qu'ils ont envie d'être novateurs, qu'ils ont envie de mettre leur imagination au pouvoir. Regardez les GSM, comparez notre mode de vie maintenant à ce qui était il y a 50 ans. Il y a des modifications profondes qui étaient complètement imprévisibles. Personne n'a prévu l'effet des GSM. Écoutez, les GSM en Belgique, il n'a pas fallu 3 ans pour qu'il y en ait 1 million. Ça veut dire qu'une personne sur 10 qui avait son GSM en poche. C'est une innovation technologique et dont l'effet est imprévisible. Donc, autrement dit, il me semble que dans une critique de la scientificité, je suis tout à fait d'accord avec vous en termes épistémologiques. Je suis même tout à fait d'accord avec vous en termes articulation sociale. Il y a une récupération économique. Alors, ce qui fait que c'est une imagination qui, quelque part, ne donne pas lieu, encore que, ça donne lieu à une créativité sociale, mais qui échappe, hein, qui répond à la logique économique et qui ne répond pas à une logique. Mais je trouve se contenter de dire hein, qu'au fond, quand on est scientifique, on est enfermé dans un paradigme et puis on ne pense plus. Ça, je ne peux pas accepter. Oui, vous avez raison. Ça me parle. C'est pas ce que j'ai dit. Hein, mais non. Ceci dit, à côté de ça, je suis entièrement d'accord avec les... Ça me permet de le préciser. Hein. Ce sur quoi j'ai insisté, c'est que effectivement, le travail, de l'activité scientifique est un travail effectivement de créativité psychique de très haut vol, hein, notamment dans la construction des modèles, hein. Pas seulement, hein, mais notamment. Et donc ça, je crois l'avoir dit d'ailleurs hein, et prononcé. Hein. Simplement, je me suis sans doute pas assez arrêté. Donc là, on peut tout à fait discuter ça. Tout à fait, j'en suis, et je pense même il faut le dire du côté de ceux qui pourraient être un peu les adversaires de mon propre discours, c'est-à-dire y compris dans le champ en fait de l'économie et de l'entreprise. C'est-à-dire que le lieu, de l'activité entrepreneuriale est aussi un lieu possible où on s'éclate, comme vous dites, où il y a la créativité. Ça, je ne discute pas ça. Hein. Ma question, c'est effectivement quels sont les outils politiques dans lesquels cette activité, de curiosité et donc d'inventivité est inscrite et parfois bridée. C'est ça que je discute. Hein. Autrement dit, c'est pas la capacité à produire de la modélisation, à tester, contester et à la renverser, mais c'est finalement le type. Pour le dire autrement, Bachelard s'amusait à distinguer entre ce qu'il appelait l'imagination immatérielle et l'imagination formelle. Alors, il utilisait cette distinction pas en science. Parce qu'en fond, on disait, évidemment, le rôle de la science, c'est la manière de détester les images, pour faire un peu court. Hein. Mais si on se sert un tout petit peu, malgré tout, de cette distinction en fait, qu'il utilisait dans le champ de la poétique, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, au fond, qu'à l'intérieur de l'activité scientifique, il y a quand même quelque chose comme ce qu'un de ses disciples appellera une philosophie du style. Hein. Il y a du style en science, c'est-à-dire, en fait, aussi une capacité à produire, à créer. Hein. Il y a une capacité à créer, mais ce que ne connaissait pas Bachelard, parmi l'ensemble des obstacles épistémologiques qu'il a pu identifier, c'est, je crois, le poids aujourd'hui de l'obstacle à la fois économique et technique, et techno-administratif. C'est là-dessus que j'ai voulu mettre le doigt. Mais effectivement, ça mériterait, donc je vous entends, je suis d'accord, ceci dit, là-dessus. Oui, bonjour. Merci pour votre exposé. Étant enclin à l'habitude de citer un sujet de bac, peut-on avoir raison contre les faits ? Alors ma question, c'est dans l'anticipation, c'est quasiment du 50-50. On a 50% de réussir ou 50% d'échouer. Comment est-ce que vous pensez pouvoir prédire quelque chose qui soit vraiment efficace ou Soit je vous fais une réponse anarchiste, au sens de Feyerabend, hein,
C'est que finalement, en observant au fond que les théories qui réussissent ne réussissent pas toujours forcément pour des bonnes raisons, au sens en fait scientifique du terme. Mais je ferai une autre réponse qui est une manière en fait je crois j'espère une manière de vous répondre. Je ne sais plus qui est-ce qui utilisait cette formule, qui disait en fait que l'art roman est un art qui ignorait qu'il était impossible. C'est-à-dire que finalement le type en fait d'architecture qui rend possible la voûte romane, je pense en l'occurrence j'avais entendu ce commentaire pour la ville de Tournu, l'abbatiale de Tournu, dit en fait c'est un art qui ignore qui est impossible, donc ça interroge effectivement comment l'anticipation en fait dans le champ de la créativité, alors ici architecturale, bien se sort en tout cas de cette approche si vous voulez binaire qui est la manière de poser le problème initial. Bon, c'est une pirouette, mais au fond, ça interroge ça quand même. Je me suis beaucoup retrouvé en effet dans ce que vous avez dit, au point que j'aurais même aimé mieux faire mon exposé après, parce que pour moi, c'est en quelque sorte les axiomes de base d'une prospective intéressante aujourd'hui. Vous l'avez très bien. Alors, je ferai juste une petite remarque sur un aspect, pour justement encore peut-être un peu forcer un peu le trait, puisque c'est intéressant au moins à titre, sinon pédagogique, du moins de clarification, de voir qu'est-ce que ça veut dire, cette autre anticipation ou autre prospective que celle qui est quand même dominante, même parfois implicitement, qui est celle du calcul, etc. L'incertain, le fait que nous ayons désormais à vivre dans un futur ou dans un environnement d'incertitude ou d'indétermination, etc. En ce qui me concerne, je pense qu'il faudrait prendre ça, non pas comme... et vous le faites un peu, je crois, mais non pas comme simplement une donnée à laquelle qu'il faudrait accepter et s'adapter, mais un peu autrement. À mon avis, il faut fabriquer de l'incertitude. Il n'y en a pas assez. Pour expliquer ce que je veux dire par là, il y a une phrase que j'avais beaucoup aimée à l'époque de Jean Baudrillard, une de ces petites phrases dans Cool Memory où il s'amuse un peu. Et il disait le travail de Dieu, qui est très fatigant, c'est de remettre du hasard alors que l'homme n'arrête pas de vouloir chasser le hasard. Et alors chaque matin, Dieu se lève en transpirant, en se disant comment je vais encore arriver à remettre un peu de hasard dans le monde. Bon. Et ça m'a toujours amusé. Ça. Et je pense qu'en effet, nous vivons dans un monde, en effet, que par notre calcul ou par tout un tas de choses, nous essayons absolument de supprimer l'indétermination, l'incertitude, etc. Le travail de la prospective, c'est de régénérer de l'inconnu. Oui, bon. c'est ça. Et c'est un travail. Alors, en effet, j'étais très heureux aussi que vous fassiez appel à l'art, en général. Alors, la peinture, en effet, c'est très puissant parce que c'est pas verbal, ne serait-ce que ça. Mais je pense personnellement que, vous avez prononcé le mot juste avant, là, avec Bachelard, je pense plutôt à une poétique qui incorporerait, qui inclurait différents modes d'expression, dont celui de la peinture, mais plutôt une poétique qui, quand même, aurait, contrairement à la peinture, comme responsabilité de se servir des instruments mêmes qui enferme pour ouvrir, c'est-à-dire la langue. C'est ça la poésie. Parce qu'en effet, la langue enferme, a tendance à... Alors, la poésie, ou le poétique en général, c'est de se servir précisément des instruments linguistiques qui ont en général pour vocation, pour malheureuse conséquence de nous enfermer dans des schémas mentaux et autres, de s'en servir précisément pour casser. C'est pour ça que je ferais plutôt confiance aux poétiques ou à la poésie ou à la langue qu'à la peinture, alors que la peinture, en effet, est plus puissante. Mais elle est plus puissante, mais comme elle est tellement puissante qu'elle est un peu à côté, en quelque sorte. Donc, personnellement, je suis très ravi, mais il faudrait être un peu plus radical encore. Vous l'êtes peut-être déjà implicitement. Moi, je serais moins prudent. Oui. Il y a un de mes livres, en fait, qui est sous-titré « Poétique de l'action », donc c'est une façon de répondre à votre question, mais moi je suis persuadé de ça, c'est qu'en fait je pense que nous sommes à la fois les contemporains d'un monde ultra rationalisé et qui produit une quantité d'espaces interstitiels où finalement nous cherchons à produire. En tout cas, nous sommes restitués à notre capacité d'initiative et de créativité. Et donc c'est comment on maintient de l'interstice. La difficulté, je crois qu'aujourd'hui, c'est d'oser pouvoir penser dans nos institutions, des réalités qui sont de l'ordre de l'interstitiel. Je vais prendre deux exemples pour illustrer ça. Il y a une artiste japonaise dont j'ai oublié le nom, mais vous retrouverez ça assez facilement, en fait, qui écrit du haïku. Et en fait, qui tous les jours écrit un haïku mais qu'elle envoie par SMS
et donc là, je ne sais pas combien il y en a de personnes sur son carnet d'adresse, mais en tous les cas, et donc, quelle est l'idée? C'est comment réinstaller à l'intérieur du caractère très fonctionnel de la langue, et au fond, il y a une forme là aussi de robotique, en fait, qui travaille notre manière de communiquer, si on pense au système, en fait, de SMS. Donc, c'est comment remettre, au fond, de l'initiative dans ce contexte. Et puis, dans le champ, des comités d'éthique, moi, je suis assez intéressé de voir en fait comment on peut aussi réinstaller, dans la manière de réfléchir, d'autres logiques que des logiques standards qui pensent la décision sur le mode du calcul. Hein. C'est la question de comment, par exemple, s'imposer, plutôt que de trouver 2 ou 3 solutions, d'imposer, de trouver une 4e solution par rapport à une situation, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, remettre l'imagination au pouvoir pour faire court. Hein. Vraiment, c'est trop court de dire comme ça. J'ai également beaucoup apprécié votre exposé. Je pense être en quelque sorte une grande militante de la créativité. Là où je m'interroge, c'est est-ce que finalement, concernant la partie un peu plus sur les applications politiques de votre propos, est-ce qu'un frein, ça ne serait pas plutôt du côté de la maîtrise ou lâcher l'intellectuel, lâcher la planification, le programme, ce serait finalement lâcher une illusion de maîtrise et pour aller plus loin, quelque chose du pouvoir, de l'asymétrie de la relation entre les gouverneurs et le peuple que constituerait la véritable concertation, finalement. Je prends là aussi, je pense à deux exemples pour faire court, du moins qui creusent déjà cela. Je pense dans le champ du droit au travail d'une juriste qui s'appelle Mireille Delmas-Marty. Donc dans son travail sur l'universel et le relatif, le sous-titre de son livre s'intitule « Les forces imaginantes du droit ». L'idée, c'est de dire que si on veut remettre de la créativité dans cette discipline hyper formelle qu'on trouve dans le champ du droit positif, eh bien, il ne s'agit pas de lâcher sur la rationalité, mais c'est de montrer qu'à l'intérieur de la rationalité juridique, en fait, il y a une forme d'inventivité pratique. Et que donc c'est ce qu'elle appelle non pas le droit mou, mais le droit flou. C'est-à-dire que par conséquent, le raisonnement juridique, en fait, est aussi marqué, certes par la rigueur de l'argumentation rationnelle, mais par le rôle aussi de créativité qu'on trouve dans l'interprétation, justement. Et donc l'enjeu, alors elle le fait à partir de ce qu'elle appelle le droit européen. Elle montre comment se décide aujourd'hui, et se construit le droit européen. Et bien, elle se construit sur le modèle de ce qu'elle appelle un pluralisme ordonné, c'est-à-dire en fait on a de l'ordre, mais qui laisse apparaître en fait des formes de pluralité, qui relèvent notamment de ce qu'on appelle la marge nationale d'appréciation. Ça, je pense à ce premier travail. Et puis un second travail, que je trouve assez intéressant autour de ce qu'on appelle aujourd'hui les philosophies du soin. Alors dans la lecture, il y a plusieurs manières en fait de lire parce qu'elles sont plurielles, mais je pense à une marginale parce que comme ça me permet d'être plus neutre par rapport à la pluralité de ces théories, ces philosophies du soin. Mais je pense au travail de Nussbaum, qui n'est pas tout à fait une philosophie du soin, mais qui y vient. Et ce qu'elle dit, c'est que là aussi, notre approche en fait de la maîtrise, elle est essentiellement centrée sur l'exercice de la rationalité. Mais que se passe-t-il lorsqu'on intègre dans la réflexion et le raisonnement bien le sensible et l'imagination? Et donc, elle montre notamment que bien dans le cas de la décision politique ou de la décision juridique, finalement, il y a une fonction en fait de la littérature. Elle montre comment le rôle du témoignage dans les procès, notamment, qu'on peut associer à une forme de littérature. Eh bien, elle a une puissance poétique qui est structurante pour avoir le sens des situations singulières qu'il s'agit de décrire. Voilà. Est-ce qu'une certaine forme d'anticipation aujourd'hui considérée d'une manière quasiment injonctive comme la bonne pratique n'empêche pas finalement les gens qui ont à assumer une responsabilité dans le temps présent de le faire? Et on voit de plus en plus, ce sera encore le cas avec la nouvelle législation sur la fin de vie, qu'on doit tout anticiper. On le voit dans le débat, non pas du point de vue uniquement public, mais des réanimateurs ou des imageurs par rapport à M. Vincent Lambert. On dit c'est demain qui doit conditionner votre décision d'aujourd'hui, sans savoir d'ailleurs si la décision d'aujourd'hui permettra demain et de revenir en fin de compte sur une décision, c'est-à-dire d'une manière irrémédiable. Alors, est-ce qu'on n'est pas un petit peu enlisé aujourd'hui dans cette nécessité au nom d'une responsabilité de l'ordre de la précaution, de la pression sociale, avec toutes sortes d'enjeux économiques et autres, de maîtrise, non pas de maîtrise du maîtrisable, puisqu'à un moment donné, on supprime des existences qui effectivement ne poseront pas de problème, puisqu'elles ne seront plus vivables ou vécues. Donc voilà, c'est des questions qu'on peut se poser du point de vue de la responsabilité.
Et alors quand on est en contact avec les scientifiques qui interviennent dans le champ biomédical, il est assez curieux d'observer que souvent c'est des gens qui ont une vraie réflexion de fond, c'est-à-dire ils sont très intègres et ils ont une réflexion, et surtout lorsqu'ils peuvent la déployer effectivement dans des lieux intermédiaires comme les espaces et comités d'éthique ou différentes enceintes. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Mais on a le sentiment qu'une fois la réflexion menée, ils sont quittes pour la réflexion. Et la logique, ne serait-ce que de la compétition, la logique, ne serait-ce que de l'évaluation de la pertinence scientifique de ce qu'ils font ou des publications, fait que cette retenue qui est intrinsèque, j'allais dire, à leur conscience morale d'une certaine manière, et comme d'une certaine manière, j'allais dire, négligée ou j'allais dire, dissoute par des impératifs supplémentaires ou supérieurs. Il y a plus de supérieurs. Je dis maladroitement parce que je n'ai pas envie de viser qui que ce soit. Et donc on se retrouve dans des réunions savantes, intéressantes, qui sont des réunions post-réflexion. On doit uniquement constater les conséquences de tel et tel type de non-décision qui a été prise d'une manière consentante, pas volontaire, mais qui est une évidence. Comment vous vous situez par rapport à ça et de quelle manière finalement assumer aujourd'hui une responsabilité par rapport à non pas des incertitudes, mais par rapport à des, je dirais, renoncements obligés, circonstanciés, dont on ne sait plus où ils nous mènent, quoi. La réponse la plus facile, donc celle dans laquelle je pourrais me contenter qui serait une réponse paresseuse, mais qui serait en même temps la plus commode, c'est de dire effectivement que ce qui m'intéresse, c'est de penser plutôt que l'éthique des comités, l'éthique à la marge des comités. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui se fait en termes effectivement d'expérience éthique, qui n'est pas formalisé dans le langage standard, au fond, des comités, qu'ils soient d'établissements ou autres. Mais c'est effectivement une réponse facile. Pourquoi ? Parce que finalement, elle pense, la question de la décision, justement, à l'échelle interindividuelle. C'est-à-dire qu'au fond, interpersonnel. Or, nous sommes aujourd'hui devant le fait qu'effectivement, les questions des décisions, si on prend l'exemple Vincent Lambert que vous évoquez, effectivement, nous sommes inscrits dans nos dispositions éthiques sont inscrites dans des dispositifs institutionnels qui ont leur logique et parfois, effectivement, qui mesurent l'écart. Alors effectivement, à ce moment-là, on peut écrire qu'alors il s'agit d'un alibi éthique, comme l'a pu l'écrire un ancien président d'un comité national d'éthique, je pense aux travaux de Sicard. Et si on va au-delà de l'alibi éthique, c'est comment effectivement l'institutionnalisation de l'éthique, comment faire en sorte que l'institutionnalisation de l'éthique ne tue pas l'éthique. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est comment penser, c'est ce que je disais tout à l'heure, comment penser l'éthique non seulement comme un programme, d'exploration en fait de questions de manière méthodique, et il le faut, mais ne pas oublier de maintenir l'intrigue éthique, c'est-à-dire au fond maintenir le fait que l'éthique c'est encore un processus et pas qu'un programme. Et ça, je dis que c'est un vrai défi pour les institutions. Voilà.